2. En tout cas, le Bayern a laminé le Barça pour l'instant 5-2. Donc il n'a pas voulu donner l'information parce qu'il est catalan. Merci Cheikh Tidiane Diaw et bon week-end mesdames, messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir monsieur Jules Yaby. Il est analyste politique, économiste, fondateur du think tank Wati. Que signifie Wati, monsieur Jules? Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Wati, c'est à la fois West Africa Think Tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion sur l'Afrique de l'Ouest, un groupe de réflexion citoyen, ouvert à tous les citoyens, mais c'est aussi inspiré par le terme Wati qui en bambara signifie le temps. Donc c'est le temps dans le sens de l'urgence face aux défis importants que nous avons en Afrique de manière générale et en Afrique de l'Ouest de manière particulière, mais c'est aussi le temps dans la longue durée. Nous avons aussi à travailler sur des questions difficiles, le secteur éducatif, le système de santé, des questions politiques et ce sont des questions sur lesquelles on doit s'engager sur la durée. Justement, on va parler du temps et de ces questions politiques parce que certains pays de la sous-région sont sous le feu des projecteurs avec quand même des crises sociopolitiques qui les guettent. On peut citer par exemple cette histoire de troisième mandat. Certains présidents en exercice sont en train de briguer un troisième mandat en Côte d'Ivoire. On le soupçonne en Guinée, le Sénégal également. Qu'est-ce qui se passe dans la sous-région ? Oui, je crois que la région est dans une situation très difficile aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tout le monde prenne la mesure de la dangerosité de cette trajectoire. Je crois qu'avant de parler des troisièmes mandats, de la quête des troisièmes mandats, il faut parler de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel en particulier, mais pas seulement. Et on sait ce qui vient de se passer au Niger, on sait ce qui se passe au Mali, on connaît la fragilité du Burkina Faso depuis quelques années et lorsqu'on ajoute à cela des crises politiques larvées comme en Côte d'Ivoire et en Guinée, des crises qui recommencent à produire de la violence, évidemment on est en face d'une situation qui est extrêmement préoccupante et qui je crois doit mobiliser l'ensemble des citoyens et pas simplement les spécialistes des questions de paix et de sécurité. Mais sur la question des troisièmes mandats, j'ai tendance à dire ces jours-ci qu'on confond un peu le symptôme et le problème de fond. La quête du troisième mandat, à mon sens, c'est plus la manifestation de la culture politique encore dominante dans notre région, qui n'est pas démocratique, il faut le dire. C'est plus une manifestation que le problème fondamental. C'est la pratique du pouvoir qui pose problème, mais c'est parce qu'on a une pratique politique encore concentrée, disons, enfin, qui est autour de la concentration du pouvoir justement dans les mains des chefs d'État. Démocratie. Je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à pourquoi absence de démocratie, mais je crois qu'il est important de comprendre que partout la démocratie n'est pas un résultat de travail technique, c'est le résultat d'une mobilisation de citoyens qui à un moment donné demandent une forme de gouvernement particulière qui aille dans le sens de l'intérêt général. Et je crois que c'est sur ça que nous devons travailler et c'est sur ça que nous avons, je pense, le devoir de regarder la responsabilité qui n'est pas seulement celle des chefs d'État qui veulent rester au pouvoir, mais c'est aussi celle de toutes les élites politiques et des leaders d'opinion qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en Guinée essaient de nous expliquer, par exemple, que 2 + 1 égale à 1 et non 3. Et on essaie de nous expliquer que le premier mandat du Troisième République ne correspond pas à un troisième mandat. Alors on va prendre ces pays cas par cas. La Côte d'Ivoire, hier, il y a eu des manifestations qui ont fait au moins 4 morts. Ouattara donc a décidé de briguer un troisième mandat. Où va la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire renoue avec la violence, on l'a vu ces jours-ci à Daoukro, mais aussi à Bonoa, pas très loin d'Abidjan. On peut craindre que dans les prochaines semaines, les prochains mois, jusqu'à cette élection présidentielle prévue en octobre, qu'on ait ces situations de violence et on retourne à une situation d'incertitude. Et l'incertitude, ça ouvre la porte à différentes hypothèses, y compris évidemment à l'hypothèse d'une violence très importante. Et ayant personnellement travaillé sur la
la Côte d'Ivoire pendant toute la crise qui a quand même duré plus d'une dizaine d'années, avec d'ailleurs les mêmes acteurs politiques principaux. Évidemment, je suis particulièrement affligé de voir la situation actuelle, le retour un peu des vieux démons, mais en même temps, il n'y a pas tellement de surprise, c'est-à-dire que chaque fois, on a des décisions politiques qui créent l'opportunité, disons la possibilité de la violence. Tous nos pays sont extrêmement divers dans leur composition et évidemment dans leurs préférences politiques qui se manifestent. Donc lorsque vous avez un président sortant comme Alassane Ouattara qui décide de se présenter à nouveau alors qu'il a maintes fois répété qu'il ne se présenterait pas, tout en disant depuis longtemps que la nouvelle constitution l'autorisait à le faire, je crois qu'on crée forcément la situation d'une polarisation politique qui ouvre la porte à la violence. À vous entendre parler, il y a un risque d'embrasement au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec ces histoires de troisième mandat. Est-ce que ça ne peut pas favoriser la percée du terrorisme au niveau de l'Afrique de l'Ouest si on sait que le terrorisme est présent ici au niveau du Sahel? Oui, non. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de risque de percée du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le terrorisme est déjà présent en Afrique de l'Ouest. Les pays du Sahel, à part, disons, dans le G5 Sahel, à part la Mauritanie, qui n'est pas membre de la CEDEAO, mais qui fait partie de la continuité de l'espace ouest africain, à part la Mauritanie et le Tchad, tous les autres pays sont des pays membres de la CEDEAO, incontestablement des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, les groupes armés terroristes sont déjà bien implantés en Afrique de l'Ouest, et c'est toute l'Afrique de l'Ouest, à travers la CEDEAO, qui doit depuis de nombreuses années se sentir directement concernée par la question terroriste. Mais pas seulement. Lorsqu'on me parle de terrorisme, j'ai tendance à parler des groupes armés irréguliers parce que la menace sécuritaire, elle n'est pas simplement celle de groupes terroristes clairement identifiés, elle est aussi le résultat de milices d'autodéfense, de toute une série de groupes armés irréguliers qui sont dans nos États et qui menacent directement tous les États de la région. Maintenant, pour en revenir toujours à la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, au mois de mars, avait dit qu'il ne se présenterait pas. Il avait même désigné un dauphin qui malheureusement est décédé. Vous avez parlé de démocratie. Dans les démocraties, on le sait, ce sont des alternances, c'est une constitution, la limitation des mandats. Ici, en Côte d'Ivoire, que disent par exemple le texte, au-delà même de la question morale et éthique? Alors, oui, je dirais deux choses. Sur le plan, disons, des textes constitutionnels, il y avait une constitution en Côte d'Ivoire qui incluait la limitation à 2 mandats. Il y a eu une nouvelle constitution en 2016 qui a reconduit la même disposition de limitation à 2 mandats. Et il y a un article 183 dans cette nouvelle constitution qui est d'ailleurs le seul article d'un chapitre consacré à la continuité législative. Et en gros, cet article 183 indique que toutes les dispositions de la constitution, disons, ancienne, qui sont reconduites dans la nouvelle, restent valables. Et donc, toute la question est de savoir si cet article 183, précisément, n'avait pas été inclus dans la constitution de 2016 pour empêcher, disons, la possibilité de dire on change de constitution et donc, finalement, la disposition de limitation de mandat devient caduque. Et lorsqu'on écoute certains membres de la commission qui a travaillé sur la constitution de 2016, certains disent très clairement que c'était précisément pour fermer toute possibilité à une nouvelle candidature du président Ouattara, et ce qui était le souhait du président Ouattara lui-même, qu'on avait introduit cet article 183. Le ministre de la Justice, Ansa Kambile, l'avait même réitéré lors des travaux de commission, disant que constitutionnellement, la candidature du président Ouattara pour un 3e mandat était irrecevable. Oui, il y avait le ministre de la Justice, mais il y avait aussi le conseiller juridique principal du président Ouattara, Cissé Bakongo, qui avait également expliqué clairement à l'époque que le président Ouattara ne pouvait pas être à nouveau candidat. Alors aujourd'hui, il explique que c'était son interprétation et qu'on peut avoir des interprétations alternatives. Je crois que ça montre à nouveau qu'on a quand même un problème éthique, et ça revient à votre deuxième question, où vous avez dit si on écarte la question morale ou la question éthique, que disent les textes. Je crois qu'on fait une erreur aussi en pensant que les questions constitutionnelles sont simplement des questions qui doivent être traitées par les juristes et les constitutionnalistes. À nouveau, on n'a pas besoin d'être constitutionnaliste pour savoir compter jusqu'à 3.
Et il y a aussi l'esprit et la loi, ce que vous dites, M. Mine, vous les juristes. Mais il y a des gens qui ont pensé qu'il n'avait plus le choix, parce que tout simplement, son choix de départ, c'était le Premier ministre qui est finalement décédé. Est-ce qu'il avait vraiment le choix? Je crois qu'il avait le choix, et à nouveau, si on considère que les textes sont importants et qu'une constitution c'est important, et si on considère que la constitution finalement n'est que la traduction d'un choix politique et non un texte simplement juridique, la question ne se posait même pas de savoir s'il y avait un cas de force majeure qui précipiterait une décision, disons, du président Ouattara de se présenter à nouveau. Il est très clair qu'il avait annoncé devant le Congrès, donc de manière très solennelle, qu'il ne se présenterait pas, et je pense que son choix personnel était effectivement de passer la main au défunt Amadou Gon Coulibaly. Mais je reviens à ce que je disais au début, le problème c'est la pratique politique. On a un peu cette tendance en Côte d'Ivoire comme en Guinée et ailleurs, des chefs d'État à estimer qu'ils doivent décider de ce qui va se passer après eux. Je crois que même lorsqu'ils ne se présentent pas, c'est pas au chef d'État sortant de décider de qui dirigerait le pays. Il a semblé dire moi ou le chaos, parce que vous l'avez rappelé dans son discours du 6 août dernier, il a même invoqué le contexte socio-politique actuel avec la crise sanitaire pour dire, donc, justifier sa candidature. Est-ce que cela vous a convaincu? Non, à nouveau, il ne s'agit pas de discuter du bilan d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire ou du bilan d'Alpha Condé en Guinée, parce que je pense qu'il ne faut pas se concentrer seulement sur la question ivoirienne. Mais je crois que ce n'est pas ça la question. Il a un bilan dans une région qui à nouveau est dans une situation difficile. Sur le plan économique, il y a des résultats qui sont assez incontestables. Le risque du chaos, par contre, il est systématiquement agité depuis longtemps. Hein. Dans beaucoup de pays, on a des pouvoirs qui sont restés très longtemps, y compris en Afrique centrale. On a toujours la même justification. Après moi, c'est le chaos, donc je reste. Et je crois que dans la situation ivoirienne, pourquoi est-ce qu'on ne tente pas simplement on a un président qui respecte la Constitution et on regarde effectivement est-ce que ça va créer plus de chaos que ce qu'on observe lorsqu'un président décide de s'accrocher au pouvoir. La présidentielle, c'est en octobre prochain. Est-ce que Alassane Ouattara a la possibilité de revenir en arrière et d'avoir une porte de sortie honorable? Oui, il reste encore quelques mois avant cette élection présidentielle. Alors, c'est clairement pas l'hypothèse la plus probable. Je pense qu'il y a quand même eu un moment de réflexion. Il n'a pas décidé tout de suite. Et je crois qu'il faut être honnête. Il était sous pression forte des membres de son parti, hein, du RHDP. Et je crois que c'est pour ça qu'on revient toujours aux pratiques politiques. Si les membres du RHDP, le parti au pouvoir, ont tenu à ce que Alassane Ouattara soit candidat, c'est parce qu'ils créaient qu'en l'absence d'Alassane Ouattara, finalement, il n'est pas de candidat et qu'il puisse perdre l'élection. Donc il y a une sorte de peur panique de perdre cette élection présidentielle. Et cela montre à nouveau qu'on prend des risques importants lorsque le pouvoir politique est déterminant pour l'accès aux possibilités économiques, lorsque il est déterminant pour absolument tout. Évidemment, les élites politiques sont prêtes absolument à tout pour rester au pouvoir. Alors à qui profite cette situation? Parce qu'en face aussi, l'opposition, vous l'avez vu, il y a Guillaume Soro déjà en exil sous le coup d'un mandat d'arrêt, l'ancien président Gbagbo également, qui a même voulu avoir un passeport. Il s'est déplacé même à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, mais jusqu'ici, il est dans l'attente. Donc à qui profite cette situation? Je pense que la situation, en tout cas, ne profite pas aux populations ivoiriennes, en particulier aux jeunesses ivoiriennes. Parce que lorsqu'on parle de ces questions, on a tendance chaque fois à ne parler que des acteurs politiques et à oublier la masse de la population. On est dans des pays où la médiane, disons, est autour de 18 ans. Donc vous avez une population qui a besoin de stabilité pour atteindre ses objectifs économiques et sociaux également. Donc les acteurs politiques ivoiriens, très honnêtement, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo,
Henri Konan Bédié, qui est quand même le candidat du PDCI, 86 ans, ancien président. Je crois que c'est une offre politique qui est en décalage assez important avec les besoins pas simplement de rajeunissement, mais de changement à nouveau des pratiques politiques en Côte d'Ivoire. La Guinée aussi. Okay. Ouais, vas-y. Moi, je voulais un tout petit peu migrer vers le Mali parce que je voulais que vous nous expliquiez un tout petit peu le phénomène Imam Dicko, qui a surclassé la classe politique et qui est maintenant la figure de proue de la contestation populaire. Oui, au Mali, on a évidemment des traits qui sont assez communs avec les pays dont nous venons de parler, et je dois dire avec beaucoup d'autres pays aussi de la région, en termes de gouvernance à nouveau qui ne va pas clairement dans le sens de l'intérêt général. Et je crois qu'au Mali, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a quand même des déficits très importants aussi de gouvernance politique et des critiques très fortes, notamment sur les niveaux de corruption. L'imam Dicko, c'est clairement la manifestation justement de l'échec, là encore, de la classe politique malienne. Il est évident qu'il comble un vide, qu'il joue aujourd'hui un rôle qui a mis chemin entre l'autorité morale et l'autorité politique, et ce n'est pas quelqu'un de nouveau sur la scène malienne. L'imam Dicko est quand même celui qui avait mobilisé beaucoup de monde contre un nouveau code de la famille à l'époque au Mali. Je crois que le Mali est dans une situation extrêmement compliquée, déjà à cause de la sécurité qui n'a cessé de se détériorer, et qu'aujourd'hui on a une contestation du M5 où vous retrouvez beaucoup d'acteurs politiques qui ont été aussi associés à un moment ou à un autre à la gouvernance du président Ibeka. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne s'agit pas de savoir qui est plus légitime que qui entre Ibeka et ceux qui s'opposent à lui, mais je crois qu'au Mali aussi, il faut s'interroger surtout sur les problèmes de fond, et la question, ce n'est pas l'imam Dicko et les autres acteurs qui mènent la Constitution, c'est quelle feuille de route doit aujourd'hui être discutée entre tous les acteurs maliens pour sortir par le haut de cette crise. Justement, pourquoi la CEDEAO, sa médiation à travers l'ancien président Goodluck Jonathan, piétine alors? La médiation, d'abord, elle se poursuit, puisque l'ancien président Goodluck Jonathan est encore jusqu'ici, au Mali. Pas de résultats. On compte sur l'imam de Nioro qui a même reçu l'imam Dicko. Absolument. Oui, je veux dire, la médiation de la CEDEAO, clairement, s'appuie également sur, finalement, les autorités qui ont le plus d'influence aujourd'hui au Mali. Il semble bien que ce soit l'imam Dicko et le shérif de Niono. Et à nouveau, tout cela traduit l'état un peu de déconfiture politique du pays, qui n'est pas un processus de court terme, mais qui était en cours depuis de longues années. Mais je crois que là aussi, lorsque on a beaucoup de critiques souvent sur le travail de la CEDEAO, je crois que beaucoup ont tendance à oublier que la CEDEAO n'existe pas en dehors de ses États membres. Et donc on ne peut pas avoir une organisation régionale qui ferait des miracles sur le plan de la recherche de solutions de crise, en sachant bien que cette organisation a elle-même le résultat du fonctionnement politique de ces États membres, et que les décisions les plus importantes sont prises par la conférence des chefs d'État. Et donc évidemment, dans le type de situation à la malienne, les chefs d'État qui prennent les décisions pensent aussi à leur propre situation et lorsqu'ils prennent ces décisions. Mais Michel Yabi, demander le départ d'un président démocratiquement élu, est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux dans le cadre du Mali, si on sait qu'il y a eu beaucoup de coups d'État quand même avant qu'on puisse stabiliser le Mali? Oui, alors, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas attendre de la CEDEAO qu'elle décide, qu'elle appelle au départ d'un président élu, un président en exercice, c'est certain. Mais je crois qu'il faut distinguer deux choses. On ne peut pas dire que les populations ou des groupes politiques, eux, ne peuvent pas demander le départ d'un président élu. Dans tous les pays, à un moment donné, un président... Ils sont dans leur droit, vous voulez dire. Ils peuvent le demander, ça ne veut pas dire que cela va fonctionner, mais évidemment, dans un pays démocratique aussi, on peut avoir un président élu qui est poussé à la démission par des manifestations, parce qu'il aurait commis une faute politique importante, parce que les circonstances le contraignent à la démission. Donc je crois qu'il faut distinguer ces deux choses. Personne à nouveau ne s'attend à ce que la CEDEAO accepte la volonté de l'opposition, disons, d'un départ forcé du président Ibeka. Et je pense
qu'au Mali, c'est particulièrement dangereux parce qu'on est déjà dans une situation d'extrême fragilité et donc il ne faut pas créer, disons, la possibilité qu'une crise politique accélère encore la déconfiture du pays. Ça a été le cas en 2012. Beaucoup de gens applaudissaient le coup d'État de Sanogo. On sait que cela a ensuite favorisé le basculement encore plus important du pays dans l'insécurité. En Guinée aussi, le débat pour un troisième mandat de président en exercice se pose avec acuité. Il a été investi par son parti, même s'il ne l'a pas encore accepté. Un pari risqué, non, pour Ouattara, pour Condé plutôt. Oui, un pari alors risqué pour Condé, alors je dirais plutôt un pari risqué pour la Guinée, pour les populations guinéennes, parce qu'au fond, le président Alpha Condé a quand même déjà, disons, préparé très clairement sa nouvelle candidature. Je rappelle qu'on a eu un changement de constitution en Guinée aussi il y a quelques mois à travers un référendum et avec un processus qui a été, disons, entaché de nombreuses défaillances jusqu'au bout. Et lorsque je dis jusqu'au bout, c'est quand même jusqu'à la promulgation d'un texte qui ne correspond pas au texte qui a été proposé. Moi j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces dirigeants? Parce que c'est des gens qui ont souffert quand ils étaient dans l'opposition. Une fois au pouvoir, ils changent quand même. Oui, là encore, personnellement, je pense qu'on ne devrait pas passer autant de temps à essayer de faire de la psychologie de chef d'État. Il le faut à un moment donné quand même. Oui, mais je crois que ce sont des êtres humains et on ne peut pas se fonder sur des personnalités pour bâtir des États et pour proposer, disons, des solutions aux problèmes que nous avons. C'est pour ça que, à mon avis, il faut s'interroger sur ce qui leur donne le sentiment qu'ils peuvent réussir leur entreprise. C'est ça le problème. Lorsque vous pouvez avoir dans beaucoup de régions du monde des chefs d'État qui veulent rester au pouvoir, mais vous avez un contexte qui ne leur permet pas de... On va parler quand même du cas du Sénégal, même si le réalisateur me met la pression. Le cas du Sénégal 2024, c'est dans 3 ans. Le président Macky Sall, il ne veut pas répondre à la question oui ou non s'il sera candidat ou pas. Que vous inspire la situation du Sénégal? Et si vous avez un conseil à lui donner, ce serait lequel? Alors, je ne suis pas dans la position de donner un conseil au président Macky Sall. Je pense que la situation dans la région offre elle-même des conseils à tous les chefs d'État de la région. Et je pense qu'il est important aussi de ne pas oublier qu'il y a des pays en Afrique de l'Ouest où on a du renouvellement politique et qu'on oublie souvent. Et qu'on a des pays comme le Ghana qui continuent à maintenir quand même l'image du pays démocratique. Aussi, le Bénin, disons, là, a été pendant longtemps. Il y a aussi d'inquiétudes aussi au Bénin quant à la vitalité de la démocratie et même quant à sa survie. Mais je crois que pour revenir à la question... Le Bénin a verrouillé quand même sa constitution concernant la limitation des mandats. Oui, enfin, effectivement, on a une limitation à 2 mandats, mais à nouveau, pour moi, c'est pas forcément un verrouillage absolu lorsque vous avez la possibilité de contrôler tous les leviers du pouvoir, pouvoir politique, mais aussi pouvoir économique. Vous avez la possibilité aussi de choisir vos opposants. Finalement, vous pouvez, à un moment ou à un autre, changer de constitution, et au Bénin, c'est possible aussi. Je vois ici une disposition, par exemple, qui dit nul ne peut dans sa vie exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est ce que disent les textes là. Oui, mais à nouveau, moi, dans sa vie. Je pense qu'on peut, on fait bien de renforcer autant qu'on peut les textes constitutionnels. C'est clair, ce que je veux dire. Bon, ici, quand même, il y a des interprétations pour le Sénégal et les pays qu'on a cités, mais là, au moins, c'est un peu clair. Oui, c'est un peu clair, mais à nouveau, un président peut partir aussi, et tout en continuant à contrôler et en créant la possibilité de revenir. Enfin, je pense que ce n'est pas simplement les textes constitutionnels qu'il faut verrouiller, c'est les pratiques politiques qu'il faut changer, et c'est beaucoup plus compliqué. Une dernière question, c'est sur la sécurité quand même. On l'a vu, ce qui s'est passé au Niger avec l'assassinat de 8 personnes, dont 6 touristes français. Apparemment, c'est toujours un défi, la sécurité.
C'est un immense défi. Je pense beaucoup au Niger parce que l'événement tragique qui s'y est produit réduit considérablement les possibilités économiques limitées qui existaient, notamment en matière de tourisme. Ça n'est un peu fini. Et je crois que là encore, je reviens à ce que je disais en ouverture de cette discussion, c'est qu'on n'a peut-être pas tout à fait pris la mesure de la gravité de la situation dans l'ensemble de la région. Et on n'a pas pris la mesure de ce qu'impliquait la cadence démographique de notre région et l'immense majorité des jeunes pour, disons, ce que ça impliquait pour l'avenir et notre besoin de mobilisation collective sur tous les sujets. Vous êtes fan de foot? Oui, je le suis. Quelque chose est en train de se passer à Lisbonne. Le Barça, 8-2 sur le Bayern de Munich, qui est en train quand même de laminer le Barça. Oui, je dois dire que c'était très mal parti et j'étais content d'avoir la possibilité de ne pas suivre la suite. Le match est fini, tout comme l'émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci d'Ardemine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Aram Touré. Merci à M. Gilles Yabi. Je rappelle qu'il est analyste politique, économiste et fondateur du think tank Wati. Aram Touré, que vous allez retrouver un peu plus tard dans la soirée, dans l'émission Biakar Lobby. Mesdames, Messieurs, passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.